Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes lectures du mois d'avril. Ça a été un mois relativement riche en lecture, en tout cas pendant lequel j'ai passé d'un très bon moment de lecture et vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, j'ai lu une BD, c'est le seul graphique que j'ai lu au cours de ce mois d'avril. Il s'agit des Mondes perdus, le crâne de Longbottom de Isabelle Lemo et Osha, qui est clairement une BD que j'ai adorée. On va suivre cette jeune femme dont le père est archéologue et qui va décider alors de partir à l'aventure pour découvrir aussi l'archéologie par ses propres yeux, alors que clairement je crois que c'est même une adolescente plus qu'une jeune femme. Bref, elle a beaucoup à découvrir ainsi et elle n'y connaît absolument rien et elle va essayer d'être le plus indépendante possible. Je vous laisse imaginer les choses et les bourdes qu'elle pourra faire. Vraiment, c'est très fun. J'ai adoré cette lecture, ça se lit tout seul. Et en plus de ça, les illustrations sont splendides. Voici le genre de dessin que vous allez pouvoir retrouver, ou encore ceci. Et donc c'est une jeune fille qui recherche vraiment son indépendance avant tout, qui va être dans le conflit avec son père, etc. Et en même temps, dans une époque où les femmes n'ont pas énormément de liberté non plus. Du coup, c'est assez étonnant qu'elle souhaite prendre autant de liberté et ça va donc amener des questionnements d'ordre de féminisme, etc. Mais en plus de ça, elle va aller à Honduras, donc sur les terres des Mayas, pour fouiller sur un site archéologique. Et là, d'autres questionnements vont rentrer en compte. Les questionnements de qui a la propriété en fait de ce qui est trouvé. Est-ce que ces objets en fait de l'issue de fouilles archéologiques deviennent des œuvres qui vont être exposées dans des musées, etc. Ou est-ce que ça reste la propriété des Mayas puisque ça faisait partie de leur terre. Donc on va alors aborder l'éthique qu'il y a derrière les fouilles archéologiques et ça c'est une question qui est quand même mine de rien très importante. Bref, j'ai adoré ce premier tome et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite de cette histoire. J'ai également lu La Cour des Ombres de C.N. Crawford, le premier tome de la saga Shadow Fae publié aux éditions Corrigan. Ça a été une bonne lecture dans l'ensemble mais qui ne m'a pas entièrement convaincue. Ici on va suivre Ariana qui est mi-humaine, mi-fae et qui se retrouve forcée à intégrer la Cour des Ombres, un institut de formation des chevaliers de l'ombre, donc des fae qui sont là pour protéger en fait les autres fae, pour faire en sorte que la magie ne soit pas trop utilisée à travers le territoire. Enfin bref, ils ont plusieurs rôles mine de rien et elle va se retrouver en fait sous les ordres de Ruadan, son instructeur fae, qui est un chevalier de l'ombre qui ne parle pas et du coup ça va amener en fait des instructions parfois un petit peu compliquées, etc. Bref, l'histoire va s'en centrer énormément sur tout ça, mais en plus de ça, Ariana, elle a un double jeu à jouer puisqu'elle va rechercher la clé des mondes pour pouvoir sauver sa meilleure amie qui est retenue captive. Elle a donc cette mission là à faire aussi et pour autant à chaque fois qu'elle va tenter des choses pour avancer dans cette mission là, c'est jamais vraiment calculé, c'est pas vraiment prévu d'avance et c'est souvent un peu trop spontanée et du coup elle se fait souvent avoir, voilà. Bref, ça marche pas très bien son histoire. Mais Ariana, elle est en fait tout simplement très impulsive et elle fait vraiment confiance à son instinct et c'est clairement pas le genre de personnage avec lequel j'étais vraiment à l'aise puisqu'en plus de ça, elle a un petit penchant pour la bouteille qui n'est absolument pas dénoncé ici et qui m'a un peu dérangée mine de rien. En même temps, c'est une histoire que j'ai appréciée pour son univers puisqu'ici on est sur un roman fantastique qui se base sur Londres, donc avec un Londres un peu plus féerique, avec des petites touches de magie qui sont dissimulées ici et là. Bref, j'ai adoré la manière dont c'était créé, dont c'était conçu et c'est ce que j'ai vraiment apprécié ici. On a également dans la Cour des Ombres des questionnements en fait d'ordre... Et dans la Cour des Ombres, il y a également d'autres personnes qui vont avoir des propos racistes ou des propos sexistes et j'aurais également aimé que Ariana se rebelle un petit peu plus par rapport à ça, qu'elle fasse un peu plus entendre sa parole plutôt que ne juste garder les choses en elle. Je peux comprendre que ce soit difficile et peut-être que c'est quelque chose qui aura lieu dans les tomes suivants, mais en tout cas dans ce premier tome c'est pas vraiment présent et je m'attendais à le trouver aussi. Dans l'ensemble c'est une lecture en demi-teinte. Honnêtement, avec tous les livres que j'ai à lire, je ne suis pas certaine de lire la suite pour le coup. Je l'ai pas chez moi donc voilà, je suis pas certaine d'aller l'acheter pour le lire. Ça veut quand même déjà dire beaucoup je pense, mais si jamais vous avez lu cette histoire, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, peut-être qu'il est différent du mien, peut-être que vous me donnerez envie de découvrir la suite aussi. Je n'en sais rien. Ensuite, j'ai lu Une danse avec le prince Fae, donc de Eliskova, publié aux éditions Big Bang, dans cette magnifique édition reliée. J'adore les jaspages de cette collection, vraiment ils sont juste formidable. C'est une histoire que j'avais grandement envie de lire parce que j'avais adoré le premier tome, Un pacte avec le roi elfe, et du coup je voulais vraiment découvrir cette histoire sur les fae. Ici on va suivre Katria qui se retrouve mariée de force au seigneur Fenwood et qui va devoir aller habiter dans son manoir au cœur de la forêt. Pour autant elle doit rester captive de ce manoir parce que si elle en sort et si elle s'approche trop de la forêt, elle risque en fait d'être en contact avec les fae qui lui veulent du mal en fait tout simplement. C'est quelque chose qu'elle a toujours appris depuis son plus jeune âge, son père lui avait toujours inculqué de ne pas s'approcher de la forêt, de faire attention à tout ce qui avait un trait avec les fae, etc.
et en même temps, eh bien son père est décédé, donc voilà, elle ne peut plus se référer à lui, et tout ce qui lui reste c'est sa belle-mère et ses belles-sœurs qui sont clairement pas les plus aimables avec elle non plus. Pour elle, être enfermée et captive du coup du manoir du Seigneur Fenwood, c'est pas vraiment un problème puisqu'elle était déjà enfermée chez elle avant, donc dans sa belle famille, et c'était pas forcément glorieux non plus. Donc en soi, elle n'a rien perdu de ce côté-là, elle a même gagné en certaines libertés puisqu'on la laisse tranquille, elle n'est plus esclave de ses sœurs, etc. Mais d'un autre côté, eh bien Catria est l'épouse du Seigneur Fenwood sans pour autant savoir à quoi il ressemble. Il ne se montre jamais, il est très distant et progressivement ils vont tisser une relation ensemble sans pour autant qu'elle ne voit son visage et son allure. Elle ne sait pas à quoi il ressemble en fait. Mais voilà, elle lui fait confiance au fur et à mesure jusqu'au jour où elle découvre quelque chose qui la plonge directement dans le Mythscape, cet univers de Fae où elle n'est pas censée survivre en tant qu'humaine et pourtant son corps ne se détériore pas. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Personnellement, j'ai deviné certaines choses par rapport au dénouement de cette histoire. Voilà, j'avais vu certaines choses venir de très loin et c'est pour ça que ça n'en est pas un coup de cœur. Mais j'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai passé un super bon moment de lecture en fait en la compagnie de ces personnages et j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite de cet univers, cette fois-ci avec les vampires. Et si ce livre vous intéresse, sachez qu'il existe également en format audio et vous avez des liens pour bénéficier de périodes d'essai avantageuses sur Audible et BookBeat en ce moment sous toutes mes vidéos. Je vous en reparle pas plus en détail parce que je pense que vous êtes bien au fait du fonctionnement de ces plateformes d'écoute. Il y en a plusieurs sur le marché. En ce moment, je suis en partenariat avec Audible et BookBeat, qui sont deux plateformes que j'apprécie grandement, dont j'aime énormément les catalogues, surtout celui d'Audible qui est extrêmement complet, mais celui de BookBeat se défend plutôt bien en ce moment en proposant de plus en plus de titres. Bon, je suis aussi une grande utilisatrice de Nextory, mais je n'ai plus de partenariat avec eux depuis quelques mois. Peut-être que ça reviendra, peut-être pas, mais en attendant, j'ai ces liens-là à vous proposer et si jamais vous les utilisez, sachez que vous soutenez directement mon travail également. En parlant de mon travail, eh bien ce mois-ci j'ai lu Lightlark et Nightbane de Alex Aster publié aux éditions Lumen. Et si je vous dis que c'est mon travail, c'est pas seulement parce que j'ai organisé la lecture commune sur le Discord, parce que ça c'était vraiment volontaire et bénévole, c'est surtout parce que j'ai collaboré avec les éditions Lumen pour réaliser un réel autour de ces livres que vous allez pouvoir retrouver sur mon compte Instagram si cela vous intéresse. Ça a été un réel que j'ai adoré filmer et monter, bref c'était trop chouette de pouvoir mettre en avant ces livres et surtout j'ai apprécié ces lectures et c'est quand même le plus important dans tout ça. Cette histoire se passe lors du centennal lorsque l'île maudite de Lightlark refait surface. C'est l'occasion pour les différents peuples de cet univers de trouver le cœur de Lightlark et de mettre fin à une malédiction qui fait en sorte que chacun des peuples ait perdu quelque chose de super important pour eux, généralement lié à leur pouvoir, et du coup ne puissent plus vivre tel qu'ils vivaient avant que cette malédiction ait lieu. Bref, c'est une histoire qui est super intéressante où on va suivre Isla Callis qui est la reine des sauvages et qui va en fait essayer en fait de mettre fin à cette malédiction alors qu'elle-même n'a plus aucun pouvoir. Donc ça va pas être chose aisée, loin de là, et elle va devoir faire confiance à certaines personnes, mais en même temps, les traîtres peuvent vraiment se cacher derrière chaque buisson, clairement, et elle ne sait absolument pas à qui elle peut faire confiance dans cette histoire, et franchement, c'est ça qui est trop chouette. Ici, on a une romance qui est vraiment au cœur du récit, je dirais même un triangle amoureux au cœur du récit, mais j'ai apprécié cette histoire. Surtout dans le tome 2, on a deux temporalités avec des souvenirs aussi du passé qui permettent de mieux comprendre ce triangle amoureux. C'est franchement hyper intéressant et ça permet de bien suivre l'évolution des sentiments des personnages, etc. Et vraiment, j'ai adoré, c'était trop cool. Alors le début de Lightlark est peut-être un petit peu dense, vraiment chargé en informations, du coup c'est peut-être pas facile de rentrer dedans. En tout cas, j'ai eu un tout petit peu de mal au début et j'étais pas la seule. Et en tout cas, j'étais pas la seule puisque certaines personnes parmi vous aussi sur le Discord lors de la lecture commune ont eu du mal à rentrer au début dans cette histoire. Et pourtant, c'est hyper prenant une fois qu'on est dedans puisque on a beaucoup d'enjeux en fait, complot, politique, etc. Bref, c'est trop chouette. Alors, c'est censé être une duologie, mais vu la fin du tome 2, je serais pas étonnée qu'un jour l'autrice nous sorte d'autres tomes dans cet univers non plus. En tout cas, je remercie grandement les éditions Lumen si jamais ils passent par ici parce que vraiment, j'ai adoré pouvoir collaborer avec eux et découvrir cette histoire. J'ai mal à la main, ça pèse lourd mine de rien de relire comme ça. Et j'en profite aussi pour vous remercier, je le fais peut-être pas assez, mais si j'ai toutes ces opportunités de travail, c'est vraiment grâce à vous, grâce au fait que vous regardez mes contenus, que vous ayez confiance en mes avis, mais surtout que vous interagissez avec tout ce que je propose, donc en commentant, en likant, en partageant, bref, tout ce que vous pouvez faire pour encourager mon travail, ça a un énorme impact. Alors déjà, ça me fait extrêmement plaisir et franchement, je vais pas mentir, c'est très appréciable, mais en plus de ça, eh bien c'est vraiment les statistiques que les maisons
maisons d'édition vont regarder pour savoir si oui ou non ils travaillent avec nous derrière. Donc ça a un impact extrêmement important sur tout ça. Alors merci du fond du cœur à toutes les personnes qui prennent le temps de soutenir mon travail. Vraiment, je vous le dirai jamais assez, mais je suis tellement contente et reconnaissante de pouvoir exercer ce métier à l'heure actuelle. Je sais pas du tout si je le ferai toute ma vie, hein, ça reste quand même un métier plutôt incertain sur certains points, mais j'aimerais beaucoup et en tout cas j'adore ce que je fais à l'heure actuelle et c'est vraiment grâce à vous si je peux faire tout ça. Alors merci infiniment. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur pour une dystopie, il s'agit de The Perfect Match de Lila Mars, publié aux éditions Collection Étache, qui est un livre que j'ai adoré. C'est un livre qui me tentait depuis tellement longtemps en même temps. Ici, on va suivre Elliot qui vit dans un monde qui serait plutôt le futur du nôtre aux États-Unis, où en fait la société est contrôlée par un algorithme qui prédit les relations amoureuses. Globalement, jusqu'à leurs 18 ans, les personnes sont plutôt libres d'aimer qui elles veulent, mais à partir de leurs 18 ans et même un peu avant si elles le souhaitent, eh bien elles peuvent passer des tests pour définir en fait leur taux d'affinité avec une personne et savoir s'ils sont compatibles. Si elles ont une compatibilité de moins de 50%, les couples déjà formés sont obligés de rompre et de se marier avec une personne qui a une compatibilité supérieure à 50% pour pouvoir former les meilleurs couples possibles, des couples qui tiennent dans le temps, etc. Bref, résoudre globalement tous les problèmes de la société qui seraient liés au fait d'être malheureux, de ne pas trouver l'amour, etc. Si seulement c'était si simple que ça. On va y suivre Elliot qui est amoureuse d'Ashton, ça fait un petit moment qu'ils sont en couple et quand ils ont passé un premier test à l'aube de leurs 16 ans, eh bien ce test était inférieur à 50% mais plutôt proche quand même, je sais plus exactement combien mais peut-être 45 ou quelque chose comme ça. Donc ils avaient espoir qu'avec le temps leur relation ait pris en fait de la solidité, qu'ils aient appris à se connaître, etc. et qu'ils se soient un peu plus rapprochés. Bref, que leur amour soit plus fort qu'avant et ils vont repasser le test du coup lors de leurs 18 ans mais malheureusement celui-ci indique un pourcentage inférieur au départ. Ils sont alors forcés de rompre et du coup le logiciel va trouver des personnes avec lesquelles ils ont une meilleure affinité possible et les inciter ensuite à avoir des rencarts, etc. pour développer la plus belle relation d'amour possible et mener à un mariage. Sauf que du côté d'Elliot, il se passe quelque chose qui n'est jamais arrivé. Elle a une affinité de 98,8% avec Isaac, le frère d'Ashton, et ça c'était complètement impensable sachant qu'elle n'a jamais été attirée par lui ni rien, mais elle se retrouve du coup forcée de l'épouser. Là il n'y a pas de question à se poser, une affinité proche de 100% ça n'est jamais arrivé, donc forcément ils sont âmes sœurs et ils devraient s'aimer coûte que coûte. Ils vont alors devoir faire semblant, etc. jusqu'à ce que des sentiments naissent entre eux, mais surtout pendant ce temps-là, eh bien en fait tous deux sont persuadés que il y a des choses qui clochent dans ce système et vont essayer de comprendre comment tout cela fonctionne et ils vont découvrir énormément de choses, que ce soit sur ce système-là, sur les personnes qui y travaillent, sur leur famille, sur eux-mêmes, bref, plein de choses et vraiment c'est une histoire que j'ai adorée. Une dystopie qui dans ce premier tome se contente juste de nous dépeindre l'univers tel qu'il est et d'essayer de le comprendre progressivement à travers les yeux des personnages, mais qui annonce une belle rébellion dans le tome 2 que je suis actuellement en train de lire, mais comme je filme cette vidéo au mois de mai, je vous en parle pas ici, je vous en reparlerai plus tard, mais sachez que cette saga est juste formidable. D'ailleurs je l'écoute aussi en livre audio et les livres audio sont super bien faits avec un très beau jeu d'acteurs. C'est une histoire à double point de vue avec 2 acteurs en plus, vraiment c'est juste formidable pour plonger bien dedans et surtout ce que j'aime dans ces formats reliés c'est que sur certaines pages on va avoir des notes de l'autrice comme celle-ci qui vont permettre de plonger un petit peu plus dans l'histoire, etc. de comprendre ce que l'autrice voulait nous laisser passer comme message, etc. enfin bref, de mettre l'accent sur certaines choses et vraiment c'est trop chouette et ça permet de se plonger encore plus dans l'intrigue. Alors ce que je fais comme j'écoute à la fois en audio mais j'ai aussi les livres reliés, et bien tout simplement j'alterne, il y a des moments où je vais lire, il y a des moments où je vais écouter le livre audio et lorsque j'écoute le livre audio, et bien après coup je me pose et je feuillete les pages des chapitres que j'ai écoutés pour lire les annotations de l'autrice et ne pas passer à côté de celle-ci qui apporte un gros plus à cette histoire selon moi. Bref, je ne peux que vous recommander de foncer découvrir The Perfect Match et du coup The Perfect Love si jamais c'est une histoire qui vous intéresse. En plus, il y a un spin-off qui va paraître en juin si je me trompe pas, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir tout ça. Du côté des contemporains, j'ai lu Checkmate de Ali Hazelwood, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'était la première fois que je lisais un livre de cette autrice. Ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres, bien sûr, même si voilà, j'en avais déjà 2 dans ma pile à lire. Ici, on est sur un roman young adulte qui m'a grandement fait penser au Jeu de la Dame, du coup en version young adulte, hein, voilà, mais qui est juste formidable autour des échecs. C'est vraiment le thème central de cette histoire et qui pourtant est très abordable ici parce que j'avais quand même peur que ce soit un peu trop et effectivement c'est très présent, mais c'est pas pour autant
inaccessible pour quelqu'un qui n'y connaît rien du tout comme moi. Et la romance est tellement douce, tellement mignonne entre ces personnages qui vont progressivement tisser leur relation, alors que clairement Mallory s'était juré de ne pas jouer aux échecs et va se retrouver à concourir face à Nolan, le champion du monde en titre. Rien que ça. Alors j'étais quand même plutôt surprise que ces personnes qui jouent aux échecs soient si jeunes. Vraiment, j'avais l'impression que c'était un monde dans lequel la plupart des gens, en tout cas au niveau championnat du monde, étaient quand même plutôt âgés. Mais apparemment pas dans cet univers de l'autrice, puisqu'on a affaire à des adolescents, jeunes adultes pour autant. Et c'est une histoire qui va également parler de la difficulté financière, la difficulté de subvenir à ses besoins, en particulier dans le cadre de familles monoparentales, d'où en plus de ça, la mère a l'air de ne pas travailler ou en tout cas d'être malade. Bref, on se retrouve avec une grande sœur qui doit tout gérer, avoir la pression de toute la famille sur ses épaules et en même temps faire rentrer l'argent pour faire vivre sa famille, ce qui n'est clairement pas évident. Et c'est là qu'elle va utiliser son don pour les échecs qui va lui permettre quand même de gagner beaucoup d'argent très facilement. J'ai passé un excellent moment de lecture avec cette histoire et je vous invite vivement à la découvrir si cela vous intéresse. En tout cas, j'ai trouvé les personnages hyper attachants, j'ai trouvé aussi l'intrigue très prenante et je suis bien contente d'avoir enfin découvert un livre de cette autrice. Du coup maintenant j'ai trop hâte de découvrir ces new romances, c'est obligé à un moment donné, elles sortent de ma pile à lire. Et si vous le souhaitez, celui-ci existe également en livre audio si cela peut vous intéresser. Côté New Romance, j'ai lu Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble publié chez Hugo New Roman, une histoire dans laquelle on va suivre Lily qui est une star montante du patinage artistique qui doit clairement jouer aux Jeux Olympiques, même elle se prépare pour ça, jusqu'au jour où son coéquipier est blessé et ne peut plus patiner. Elle doit alors retrouver un nouveau coéquipier ou alors abandonner ses rêves de carrière sportive et c'est alors qu'on lui propose de patiner avec Orion, un champion du monde qu'elle a toujours adulé, bref... Voilà, son idole, mais qui en même temps, lui, était persuadé qu'il pouvait enfin prendre sa retraite, ne plus patiner avec personne d'autre, parce qu'il en a marre en fait de blesser tout le temps ses coéquipières. À chaque fois, il leur arrive des trucs qui n'ont pas forcément de lien direct avec lui, mais il est persuadé d'être maudit, et c'est alors qu'ils vont devoir apprendre à se faire confiance, et un jeu du chat et de la souris va s'instaurer entre eux, et c'est là qu'ils vont apprendre à se connaître, etc., pour créer cette alchimie qu'ils ont besoin pour bien patiner ensemble sur la glace. Et en même temps, eh bien c'est une histoire que j'ai adorée pour ça. J'ai adoré voir cette relation se développer entre les personnages. J'ai adoré le double point de vue qui permet vraiment de développer les sentiments des deux côtés et de bien suivre l'évolution en fait de ces sentiments des deux côtés. Pour moi c'est hyper important dans une romance. Je le souligne très souvent en tant que point positif parce que c'est pas toujours le cas dans les romances, mais ici ça l'est et franchement j'ai adoré ça. Et en même temps, eh bien c'est une histoire qui parle de patinage artistique avec un patinage artistique qui est très présent ici. Et ça c'est super important aussi parce que le nombre de fois où j'ai voulu prendre des livres qui parlaient d'un sujet et finalement que c'est pas si présent que ça, bah j'étais un peu déçue. Et là au contraire, j'ai adoré l'ambiance qu'il y a, le côté championnat du monde, etc. Et en plus de ça, Lily est une personne qui est très bienveillante dans la douceur et dans le partage avec les autres. Et elle va toujours chercher à aider les autres, même ses concurrents. Et ça c'est très appréciable également. Mais d'un point de vue plus négatif, j'ai pas su en fait plonger dans l'univers tel que je l'aurais voulu. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai lu au printemps et non pas en hiver, ça peut jouer, mais en fait j'ai surtout pas su vraiment m'imprégner du Québec tel que je le souhaitais et en particulier de la ville de Montréal. Et alors ça, eh bien je l'ai appris après coup, après avoir lu ce livre. C'est quand même très mal relaté de ce côté-là et beaucoup de personnes qui habitent à Montréal n'ont pas trouvé crédible la manière dont l'autrice décrivait sa ville. Alors c'est peut-être pour ça aussi. Parce que clairement à un moment donné j'ai tiqué. Orion promène son chien en forêt et 5 minutes après il est en pleine ville. Ça me semblait carrément irréaliste et j'étais là mais comment c'est possible qu'il y ait une forêt au milieu de la ville? Et en même temps je me suis dit bah j'y suis jamais allée, peut-être, et en fin de compte non pas du tout. C'est clairement pas possible. Mais bref, à part ça, franchement, qui n'était pas grand chose et qui n'empêche pas d'apprécier l'histoire, j'ai passé un super moment de lecture avec ce livre et je vous le recommande vivement. Et si vous le souhaitez, celui-ci existe également en livre audio si cela peut vous intéresser. Bon, et j'ai fait quelque chose que j'adore faire, j'ai dévoré une saga de romance. Il s'agit de Rebel University dont j'avais déjà lu le premier tome il y a un petit moment maintenant, de Alfreda Henry et Alicia Garnier, et j'ai clairement dévoré les tomes 2, 3 et 4, donc la suite de cette saga, publiée aux éditions Hugo. Rebel University, c'est une romance sportive universitaire dans laquelle on va suivre des hockeyeurs à l'université de Rebel qui vont progressivement trouver l'amour, une bande de potes qui est juste adorable, que j'adore, et dans chaque tome, on a une histoire qui se crée, enfin bref, un tome compagnon à chaque fois. J'ai adoré cette saga, vraiment, et du coup, il est temps que je vous parle un petit peu plus en détail de chacun des tomes. J'ai eu un coup de cœur pour le deuxième tome, From Prince to King, qui est juste adorable, une histoire dans laquelle on va suivre une seconde chance entre deux personnages qui ont
ont eu une relation plutôt tumultueuse. Je sais pas si c'était vraiment un coup d'un soir ou pas, j'ai un petit doute. Mais bref, ils s'étaient séparés et maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils sont toujours autant attirés l'un par l'autre, ils réessaient de se remettre ensemble. Mais ça va pas être si facile parce que quand bien même ils ont cette attirance l'un pour l'autre, ils sont tous les deux aussi très réticents à s'engager dans une relation. Du coup, c'est génial parce qu'on va suivre ce petit flirt en fait qui se développe progressivement au fur et à mesure du roman et j'ai adoré. C'est également une histoire dans laquelle les autrices abordent des sujets profonds et d'ailleurs vous allez avoir ça dans tous les tomes. Ici, les sujets principaux que l'on va retrouver, c'est l'acceptation de soi, de ses différences, mais également le féminisme et le racisme. D'ailleurs, celui-ci est clairement dénoncé ici et c'est super chouette de voir ça. Et vraiment un gros coup de cœur, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai été embarquée dedans, j'ai ri, j'ai pleuré, enfin tout ce que je pouvais rêver, c'était juste formidable et je vous recommande vivement de découvrir cette saga. Je vous en parle un petit peu plus dans un vlog lecture d'ailleurs dans lequel je lisais ce livre-là. Ensuite, j'ai lu le 3e tome, Ice and Fire. Bon, c'est quand même mieux de le lire dans l'ordre, hein, parce que ça a beau être des tomes compagnons, on va suivre des personnages qui nous sont présentés dans les tomes précédents. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé celui-ci, je m'attendais pas à suivre ces personnages-là, mais plutôt d'autres qui sont dans le tome 4. Ici, on va suivre Winifred qui s'investit dans la radio de Rebel University et qui, en même temps, vit avec sa grand-mère. Elle a perdu sa mère depuis des années et elle vit en fait avec le deuil de sa mère en elle. C'est-à-dire qu'elle garde toujours en mémoire sa mère, elle ne l'oublie pas et beaucoup de choses qu'elle va faire sont faites en pensant à elle, etc. Et puis elle a des petits mots qui sont cachés à certains endroits qui lui viennent de sa mère justement et qui lui permettent de prendre confiance en elle sur certaines choses. Bref, c'est adorable comme relation. Mère-fille déjà, mais en plus de ça, eh bien Winifred va rencontrer Cade, le capitaine de l'équipe de hockey des Grizzlies, qui lui n'a pas du tout en tête vraiment de se mettre en couple, mais qui pour autant va se retrouver très rapidement attiré par Winnie et surtout va vouloir l'aider dans certaines choses et en fait ils vont se rapprocher ensemble et créer une belle amitié qui deviendra un petit peu plus par la suite de ce roman. En tout cas, encore une fois, j'ai adoré cette histoire qui est juste très très belle et ce que j'ai apprécié ici, c'est que les autrices ont parlé de la condition physique dans le cadre justement de pratiques sportives de haut niveau dans le but d'être professionnel en plus et de l'impact que cela peut avoir sur la carrière dès l'université d'ailleurs. Et franchement c'est super intéressant. Et encore une fois on retrouve cette bande de potes, on retrouve des clins d'œil aux personnages qui étaient du coup les protagonistes des tomes précédents et qu'on a appris à bien connaître et ça c'est ce que j'adore dans ce genre de romance. Et c'est d'ailleurs pour ça que très souvent je dévore les tomes en fait comme ça, des sagas de romance avec des tomes compagnons parce que j'aime trop pouvoir continuer à suivre ces personnages mais plus en arrière-plan et vraiment trop chouette ce 3e tome. Et le dernier tome, From Shadow to Light, a été un tome que j'ai adoré, que j'avais tellement hâte de lire parce qu'ici on est sur une homo-romance et du coup ça change un petit peu des tomes précédents. On va y suivre Ezekiel et Connor qui jouent tous deux pour les Grizzlies, qui ont une attirance clairement pas cachée l'un pour l'autre, mais qui pourtant eh bien, savent que s'ils s'approchent trop l'un de l'autre et s'ils démarrent une relation ensemble, cela pourrait avoir un impact et qui plus est un impact négatif si jamais ils rompent par rapport à leur équipe. D'ailleurs, eh bien l'un d'eux, je sais plus lequel, a déjà refusé les avances de l'autre et ça a mis un gros froid entre eux. Bref, c'est très compliqué parce qu'en même temps, ils restent tous les deux toujours très attirés l'un pour l'autre. Et en plus de ça, ces personnages sont très investis dans leur carrière professionnelle. C'est une année charnière pour eux au sein des Grizzlies puisque c'est leur dernière année universitaire, c'est l'année où ils vont à tout prix devoir attirer les yeux des recruteurs pour pouvoir ensuite avoir leur avenir professionnel au sein d'une équipe professionnelle de hockey et c'est pas forcément évident non plus. D'autant plus qu'on va suivre des personnages gays, que Ezekiel est noir de peau, bref, on va parler de préjugés, d'homophobie, de racisme dans le cadre en fait sportif professionnel qui clairement est hyper bien amené et j'ai adoré cette histoire qui se développe entre les personnages. Alors j'ai peut-être eu le sentiment comme que c'était un petit peu plus explicite que les autres tomes, mais pas beaucoup plus non plus, ça reste quand même assez soft mine de rien et quand même j'ai passé un excellent moment et j'étais trop contente de pouvoir enfin trouver ces personnages ensemble puisque c'était quelque chose que j'attendais depuis plusieurs tomes en les suivant de très loin mine de rien puisqu'ils étaient en arrière-plan. Bref, vous l'aurez compris, si vous n'avez pas lu Rebel University, mais qu'attendez-vous si vous aimez la new romance sportive universitaire qui plus est, ça pourrait grandement vous plaire. Ce sont des livres qui vous emportent à travers 1000 émotions, des histoires très fun qui sont pleines de légèreté mais avec en même temps des sujets beaucoup plus sensibles et profonds abordés ici, ce qui pour moi a une importance capitale. En plus de ça, ils sont disponibles en audio si cela peut vous intéresser et faciliter
faciliter votre lecture. Voilà donc pour toutes mes lectures du mois d'avril, c'était vraiment un mois super riche en lecture. Je suis trop contente d'avoir pu vous en parler aujourd'hui et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie grandement de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like ou même à vous abonner à la chaîne si jamais vous le souhaitez, ça fait toujours super plaisir et ça soutient grandement mon travail aussi. Et puis n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous pensez de certains de ces livres si jamais vous les avez lus ou s'ils vous font envie. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!